Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on reprend la formation CEH. On s'était arrêté la dernière fois sur les attaques réseau, plus particulièrement la partie sniffing. À partir de maintenant, nous allons commencer un autre type d'attaque qui s'appelle le social engineering, ou autrement dit l'ingénierie sociale. C'est plutôt l'art d'exploiter ou l'art d'utiliser tout ce qui est lié à la faille humaine dans une attaque de type informatique. Comme vous le savez tous, comme vous le comprenez tous et comme même aussi vous le devinez tous, la totalité ou la quasi-totalité des attaques informatiques aujourd'hui, on parle d'environ 95% des attaques informatiques aujourd'hui, se basent sur ce qu'on appelle la faille humaine. Vous n'avez pas besoin que je vous le prouve, il suffit juste de regarder les 31 anciennes vidéos qu'on a faites ensemble. On a travaillé sur énormément d'attaques, énormément de types d'attaques différentes, et vous avez peut-être remarqué une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais je profite de vous le dire tout de suite, c'est que je ne sais pas si vous avez vu que il a fallu quand même dans chacune des attaques faire un clic. Dans chacune des attaques, exécuter quelque chose. Dans chacune des attaques, appuyer sur un bouton, etc., etc. Du coup, vous comprenez au final que, quelle que soit l'attaque, s'il n'y a pas une complicité par la victime, qu'il le sache ou pas, l'attaque n'aboutira jamais à rien du tout. Alors, les hackers, à partir de là, ils se sont dit, ok, du coup, nous, on a besoin de la collaboration et de la complicité de la victime pour l'attaquer. Évidemment, si on va dire à n'importe quelle victime au monde, tu seras victime d'une attaque, fais attention, évidemment, il va faire attention. Il ne va pas se faire attaquer. Alors, l'objectif du hacker maintenant, c'était de dire, comment je vais pouvoir, moi, le hacker, faire en sorte que la victime tombe dans le piège. Pour que la victime tombe dans le piège, il va falloir lui tendre un piège. Et c'est comme ça, à partir de maintenant, que nous avons réussi à faire en sorte d'attaquer, réussi à faire en sorte de tomber les victimes en utilisant ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, ou autrement dit la faille de l'être humain, ou la faille humaine en particulier. Du coup, le principe et l'objectif de l'utilisation de la faille humaine, c'est d'exploiter tout ce qui est lié à l'être humain. L'être humain, il a des faiblesses, il a des sentiments, il a de la fatigue, il a le manque de concentration, il a de la peur, il a de la joie, il a de la cupidité, il a tous ces sentiments-là. Du coup, ce qui distingue un être humain par rapport à une machine, c'est le sentiment. Et le pouvoir aussi d'être incontrôlable. Ce qui se passe avec une machine, avec un système, avec un code, avec un script, c'est qu'il va faire exactement ce que vous lui demandez. Il n'ajoute pas un mot, il ne recule pas d'un mot. D'autant plus que, quelle que soit la technologie utilisée par le hacker, il y a toujours une réponse côté défense. Ce n'est pas possible de ne pas avoir la réponse. Le problème, c'est que est-ce qu'on applique toutes les mesures nécessaires pour produire et pour avoir la réponse? C'est ça la vraie question. Et du coup, celui qui fait ça, vous comprenez qu'il s'agit de qui? De l'être humain. Du coup, au final, on revient à la faille de base qui est l'être humain. C'est ce qui fait que, quelle que soit la technologie que vous allez mettre en place, quelle que soit la technique en place dans le but de préparer une attaque, à un moment donné, il y aura une faille humaine parce qu'aucun système n'est parfait, aucun humain n'est parfait. Et cette faille humaine va faire en sorte que on va tomber dans un piège, on va appuyer sur un bouton, on va cliquer, on va détourner, on sera utilisé. Bref, il y aura quelque chose qui va faire que l'être humain va tomber. Après, encore une fois, l'être humain, il a toujours le problème, il a toujours la particularité de ne pas être contrôlé par des systèmes. Parce qu'au final, comme je vous ai dit il y a quelques instants, si vous mettez en place la totalité des mesures telles que recommandées dans les bouquins, etc. en matière de cybersécurité, vous aurez 99,99% de chances d'être toujours protégé. C'est vrai que le risque 0 n'existe pas. Allez, je vais être gentil, je vais dire le risque 0,01. Et au final, ce risque-là, vous allez vivre avec, il n'y a pas de souci. Mais la probabilité ou la possibilité de se faire attaquer est quasi nulle. Si vous respectez la totalité des règles, vous mettez en place tout un système de gestion de sécurité des systèmes d'information bien complet, bien à jour, etc. Parce que la technologie se bat par la technologie. Par contre, la débilité humaine n'a pas de solution. Et c'est ça ce qui pose problème aujourd'hui. L'exemple que j'adore donner à chaque fois que je parle de ce sujet, c'est un exemple qui ressemble plus ou moins à cela, mais plutôt dans le domaine fiscal. Vous imaginez bien un être humain qui est là, qui ne veut pas payer ses impôts en France, il va faire ce qu'on appelle un montage financier. Du coup, il va faire une société dans un pays. Cette société, elle va avoir une filiale dans un deuxième pays.
comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, pour ne pas dessiner 25 fois la même chose ou les mêmes carrés, on peut faire quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas comment je peux faire ça. Non, c'est pas comme ça. Il est où le truc? Il est là, la sélection. Et du coup, ce qu'on va faire là-dessus, c'est que au final, oula, je fais n'importe quoi, je vais dessiner juste avec le crayon plus vite. Du coup, on va créer une filiale dans un autre pays, une filiale dans un autre pays, une filiale dans un autre pays, qui est une filiale dans un autre, qui est une filiale dans un autre, qui est une filiale dans un autre, et qu'on finit ici par avoir une personne cette personne, elle est déjà morte, mais elle a rédigé un document qui autorise cette société, qui est filiale d'une autre société, qui est filiale d'un cabinet d'avocats, qui est filiale d'une société, vous comprenez la chaîne jusqu'au bout, et qui, elle, à son tour, la dernière société ici, autorise cette personne à utiliser ses services. Au final, ici, tu es à Luxembourg, ici, tu es à Liechtenstein, ici, tu es en Suisse, ici, tu vas partir à Hong Kong, ici, tu vas partir au Panama, ici, tu vas partir aux îles Bermudes, et puis tu vas descendre à Dubaï, et puis tu vas partir à Qatar, et puis tu vas redescendre, je sais pas moi, en Irlande, tu vas partir après, je sais pas, dans quel pays... comme il s'appelle, le New-Zéland qui est derrière l'Australie, et puis tu vas revenir au Panama, et puis tu vas partir, je sais pas moi, encore aux îles Caïmans, et tous ces pays-là sont des paradis fiscaux qui collaborent pas à l'échelle internationale. C'est ce qui fait que tu vas passer des années et des années et des années, si tu veux un contrôle fiscal, des années et des années de ta vie que tu vas passer rien que pour passer de cette étape à cette étape. Au final, tu n'auras pas de budget, tu n'auras pas les moyens, ça va traîner, ça va finir par abandonner le fichier, abandonner l'histoire, etc. Et du coup, la personne qui est là a réussi le coup, elle aura de l'argent à dissimuler toute sa vie. Sauf que cette personne, elle est là, on est 3 heures du matin, un verre comme ça de whisky dans sa main, comme ça, un peu d'alcool, il commence à perdre la tête parce que c'est son 5e verre, et il commence à raconter. Et là, à côté de lui, 2 personnes ou 3 personnes en costume cravate, à qui il raconte à quel niveau ce gars-là, il est super intelligent, à quel niveau ce gars-là, c'est le meilleur au monde, il arrive à tromper tout le monde parce qu'il a mis en place un montage fiscal. C'est qu'au final, tout ce que tu as mis ici, c'est tombé dans l'eau, parce que c'est bon, c'est toi-même qui t'es, comment dire, qui t'est balancé en quelque sorte. C'est qu'au final, t'es mort au final. Et vous comprenez que tu as mis en place tout ce système-là pour te faire tuer toi-même au final. Pour que toi-même, avec 2-3 verres à boire ici, t'es mort. Et c'est fini pour toi. C'est exactement comme ça que ça marche dans les attaques IT. Là d'ailleurs, je vous ai préparé une caricature que j'ai cherchée depuis le blog du hacker. D'ailleurs, toutes les photos qui sont ici sont récupérées de là. Et du coup, là, vous voyez, l'exemple et l'histoire est super connu. C'est un gars qui dit on va débourser des millions, 1 million, je ne sais pas pourquoi, combien, pour mettre en place un système 4096 bits par RSA, super chiffré, super bien fait, etc. Et du coup, casser les données et voler les données ici, techniquement, c'est totalement impossible. Sauf que le gars à côté va lui dire, bah écoute, il suffit d'acheter un tournevis à 5 $, à 5 €, tu vas taper le gars dans sa tête avec, il va avoir peur, il va te donner la clé. Et au final, ce que tu as dépensé 1 million, mais c'est foutu pour toi parce que ça sert à rien ou ça servait à rien de dépenser ce million-là parce que au final, il aurait suffi en quelque sorte de profiter d'une petite faiblesse humaine qui est la peur pour finalement avoir accès à ces données-là. C'est ce qui fait que, si on revient à un autre sujet, qu'au final, tu peux mettre en place le système que tu veux, tu peux mettre en place le moyen que tu veux, tu peux mettre en place l'environnement que tu veux. Si l'être humain est faible, il ne peut pas tenir, c'est foutu finalement pour ton système de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle il faut penser toujours à travailler cet aspect humain. On va revenir à ce point en détail, mais il faut penser aussi à sécuriser l'être humain, parce que la sécurité n'est pas que l'IT, n'est pas que la machine, n'est pas que le PC. Si on ne passe pas par un process de sensibilisation très fort aux utilisateurs, au final, c'est comme si tu n'as rien fait en matière de sécurité IT. Maintenant, on peut se dire, ok, quelles sont les techniques les plus connues, les plus utilisées par les hackers dans le cadre d'une attaque par social engineering? Il y en a différentes techniques, comme je vous ai dit. Tout se base sur juste l'exploitation de la faille humaine. La faille humaine, ça peut être l'utilisation de tout ce qui est lié à la séduction
au gain, par exemple, des promesses, des récompenses, des cadeaux, des promotions, des soldes, etc. Tout ce qui vient avec. Une urgence ou une menace, ça peut être des scénarios de crise, des problèmes de sécurité, des urgences hiérarchiques et tout ce qui vient avec. Ça peut être des demandes d'aide ou essayer de gagner de l'empathie de la personne. Exploitation, par exemple, d'une bienveillance d'un employé en disant il est très bienveillant, on va essayer de profiter de ça, lui demander de l'aide et voir comment on peut l'exploiter, récupérer ses infos. Ça peut être l'usurpation, la mensonge, les faux collaborateurs, les faux prestataires, les faux techniciens et tout ce qui vient avec aussi. Ça peut être l'exploitation du corps, on va parler de ça dans quelques instants aussi. Tous ces éléments-là, on peut, si je veux bien les grouper en un seul sens, je vais dire l'exploitation du maillon faible dans toute l'histoire ou l'exploitation de la faiblesse humaine en quelque sorte. Du coup, il faut comprendre aussi que le hacker au final, ça reste un être humain. C'est un gars social. Et le gars social là, il va exploiter des compétences aussi dans l'ingénierie sociale. Et cette compétence là, vous comprenez bien que c'est de la société. C'est qu'au final, le hacker n'est pas juste le gars en chapeau noir caché dans un PC qui parle à personne, qui est juste le geek informatique. Non, finalement, il peut récupérer les informations en utilisant pas mal de choses. Ça peut être les demandes directes, les pretexting, par exemple, savoir inventer un scénario très crédible pour que vous le croyiez. Ça peut être aussi un phénomène qui s'appelle la storytelling, c'est le fait de créer une histoire totalement cohérente et engageante juste pour piéger une victime. Ça peut être l'usurpation d'identité, c'est le fait de se faire passer pour une autre personne. Ça peut être la communication non verbale, c'est le fait de savoir manipuler de la posture, le regard et les gestes. Ça peut être le travail en binôme, c'est le fait d'utiliser juste un complice pour renforcer la crédibilité de la personne. Et vous comprenez que toutes ces compétences-là ne sont pas des compétences qui s'apprennent à l'école, sont plutôt des compétences qui s'apprennent à la société. Du coup, si on donne pas mal d'exemples concrets dans la matière, il y en a énormément. On peut parler par exemple d'un faux technicien qui va appeler une secrétaire pour lui dire ou pour lui demander en urgence de lui donner l'accès à sa machine parce que la société vient de se faire hacker et qu'il doit intervenir pour analyser le PC. Ou peut-être on parle d'un gars qui va essayer d'accéder à la machine parce qu'il y a un problème sur la machine, il va essayer de le résoudre et puis finalement la personne qui n'est pas formée vraiment à la cybersécurité va lui dire oui bien sûr monsieur, tenez, il va lui dire cliquez sur ce lien pour ouvrir une session, en sachant que c'est comme ça que ça se passe réellement dans les sociétés. On vous envoie des liens de type machine à distance pour ouvrir une session, vous allez cliquer en pensant que c'est le fameux technicien. Et au final, vous avez donné accès à un gars totalement sur les données de votre machine. Après, vous allez me dire peut-être, là je vous ai donné un exemple simple, ça peut être les emails, etc. Mais tous ces éléments-là, on va les détailler dans quelques instants en parlant de peut-être chacun de ces éléments avec beaucoup plus de détails. Comment on peut reconnaître une attaque d'ingénierie sociale ? Il n'y a pas, vous comprenez que là-dessus, il n'y a pas de réponse parfaite. On est vraiment dans l'ingénierie sociale. On est dans la devinette en quelque sorte. Et là, à chaque fois que vous êtes plus expérimenté, vous pouvez récupérer plus d'informations. Par exemple, il y a un imprévu soudain, du coup un problème critique non anticipé qui arrive comme ça d'un seul coup. Vous allez me dire, ouais, mais ça peut arriver aussi dans la vie réelle. Exactement, c'est ce qui fait que c'est difficile de distinguer entre les deux. Il y a un peu l'urgence et le fait d'ajouter un peu plus de pression pour faire en sorte que la personne agisse sans réflexion. Il y a tout ce qui est lié à la menace ou la pression psychologique. Il y a tout ce qui est lié à la pitié, la séduction, l'empathie, etc. Tout ce qui est lié surtout à l'incohérence dans l'identité, l'incohérence dans le discours de la personne. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez réfléchir, vous allez dire, mais attends, il vient me dire ça, mais il vient de me dire ça en même temps. Enfin, c'est un peu contradictoire. Comment je peux faire pour croire ça ou croire ça ? Vous voyez que il y a aussi quelques règles d'or à appliquer avec l'entraînement. Par exemple, ne jamais réagir sous la pression. Toujours vérifier, toujours recouper, toujours demander une confirmation tierce. Cette personne-là qui vous dit « je prends la main à votre machine », vous allez lui dire « je suis dans le 3e étage, tu es dans le 1er étage, viens me voir directement. » Ou sinon, je vais venir voir directement le bureautique. Là, vous voyez, il n'y a pas de possibilité que ça soit un mensonge. Vous comprenez bien que on peut, avec quelques méthodes assez basiques, assez simples, faire en sorte d'éviter des attaques de type ingénierie sociale. Est-ce qu'il y a des mesures
mesures qui nous permettent d'éviter ces attaques-là, oui, mais comme je vous ai dit, encore une fois, il n'y a pas de solution magique. Par exemple, il y a des mesures de type organisationnel, limiter les accès aux données selon les rôles de chaque personne. Comme ça, s'il y a des accès, on est certain, on est sûr qu'on ne peut pas voler grand-chose. Restreindre les droits dans le temps, par exemple, changement de poste, départ des personnes, etc. Mettre en place des journaux d'audit. Éviter tout ce qui est lié à la concentration des connaissances sensibles chez juste une personne. Comme ça, cette personne ne sera pas un SPOF, ce qu'on appelle un single point of failure. Encore, il y a aussi la sensibilisation des équipes. Ça, c'est quelque chose que sur lequel les entreprises doivent souvent travailler. Mais par expérience, je vous dis que je sais pas comment vous le dire, mais les sociétés souvent considèrent ces éléments-là comme du blabla. Par exemple, j'ai travaillé sur pas mal de projets du genre où on met en place des solutions de sensibilisation des collaborateurs. Par exemple, allez, je vous donne un exemple très simple. Les matinales ou les petits-déj cybersécurité. Là, on peut faire appel à quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un de charmant, sympa, il sait parler, il sait attirer les gens, etc. Et puis, il s'installe avec les gens. Une matinale cybersécurité à 9h du matin dans tel siège de la société. Il y aura un peu de croissant, un peu de pain au chocolat, un peu de jus, de café, etc. Comme ça, les gens, ils viennent. Il y a une raison de venir en quelque sorte. Et puis, il va leur afficher un cours. Évidemment, et à éviter les cours vraiment théoriques, les slides, etc. Souvent, on travaille des formats interactifs avec Adobe Flash ou Player, etc. qui s'ouvrent sous format interactif. On leur raconte des histoires véridiques, on leur montre des choses temps réel, etc., etc. Le but souvent de faire cela, c'est de faire en sorte que les personnes qui écoutent s'intéressent, les personnes qui écoutent un peu montre de l'intérêt envers la cybersécurité, montre de l'intérêt envers la sensibilisation avec quelques exercices et puis on va dire à la personne qu'est-ce que tu en penses de cette technique, regarde si je te montre ça comment tu vas réagir, questions, réponses, petites blagues, etc. Généralement les sessions durent entre 30 minutes et 1 heure et ça permet au final aux gens d'apprendre un peu des notions en matière de sensibilisation à l'information. Ça peut être aussi des exercices de compliance que vous allez faire en entreprise. Si tu ne fais pas l'exercice, tu n'auras pas d'augmentation de salaire, tu n'auras pas une prime, etc. Et ça aussi, ça nécessite de l'investissement et du suivi pour être certain que le collaborateur en question a mis en place les éléments nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Après, il y a des éléments qui sont liés à la culture d'entreprise. Du coup, ne pas faire confiance trop vite. Le fait d'encourager la vérification systématique des identités, le fait d'accepter de paraître un peu suspicieux plutôt que d'être quelqu'un de victime ou quelqu'un de trop bienveillant jusqu'à être très naïf, etc. Mais vous comprenez bien qu'au final, la faille, on n'est vraiment pas très loin de la voir toujours. Malheureusement, c'est comme ça. On peut vivre avec ce genre d'attaque. On n'a pas trop le choix là-dessus. Du coup, voilà, il ne faut pas penser à sous-estimer toutes les traces qui sont laissées derrière. Un attaquant peut observer vos réseaux sociaux, vos publications, vos blogs d'entreprise. Il peut collecter toutes les données progressivement. Il peut attendre des mois et des années avant de passer à l'action. C'est ce qui fait que il faut penser vraiment à la prévention. Évitez de publier publiquement des informations sensibles, importantes d'entreprise, de votre identité, de votre vie privée, etc., etc. Ça vous permettra surtout de vous protéger contre tout ce genre de type d'attaque qui est lié au social engineering. Du coup, l'ingénierie sociale ne vise pas uniquement les grandes entreprises. Ça vise les particuliers, ça vise les indépendants, ça vise les fonctionnaires, les étudiants. Bref, tout le monde est une cible potentielle parce que tout le monde aujourd'hui détient un téléphone. Ce téléphone, il détient des informations privées de toi, parfois des choses que tu n'as pas envie que les gens les voient. Et c'est ce qui fait qu'au final, les utiliser contre toi, ça devient de plus en plus facile. Du coup, les points clés à retenir finalement de ce chapitre d'introduction, c'est que il faut comprendre que 95% des piratages exploitent la faille humaine, que l'ingénierie sociale prend de nombreuses formes aujourd'hui. Ça peut être physique, téléphonique, email, informatique, IT, etc., etc. Que le facteur temps, urgence, pression est une arme très puissante en matière d'attaque et que la formation et la vigilance humaine sont les meilleures défenses pour vous contre ce type d'attaque. Également, ce qu'on dit toujours, et je finis peut-être le chapitre avec, prévenir vaut mieux que réparer. Du coup, pensez surtout à éviter tout ce genre de problème. Ça vous permettra
d'avoir une meilleure réaction, ça vous permettra d'avoir une meilleure protection de vous-même et de vos données. Sur ce, je vous dis merci à vous de suivre cette première partie de Social Engineering. On va continuer plutôt la prochaine vidéo sur la deuxième partie qui est le phishing. Peut-être on parlera également de warming. Allez, bonne journée à tous, salut.